Bonjour à tous, bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous présenter, pour vous parler des suivis phoniques qui sont effectués au Québec depuis maintenant 10 ans. L'objectif de ma présentation est de dresser le bilan des résultats obtenus grâce aux efforts qui ont été consacrés à documenter l'impact des parcs éoliens sur la faune, en particulier donc les oiseaux et les chauves-souris. Donc, pour ce faire, nous avons consulté des données qui proviennent de 24 parcs éoliens. Pour faire le lien avec ce que Luc a dit tout à l'heure, dans les suivis phoniques, généralement, on ne fait pas de distinction entre les phases. On regroupe les phases, c'est pour ça qu'on a un nombre un petit peu différent. Ces parcs éoliens-là sont issus en fait des 3 premiers appels d'offres au Québec. Et les suivis phoniques ont été réalisés entre 2007 et 2015. Donc, on a des données très récentes qui rentrent dans l'analyse aujourd'hui. Au cumul, ça représente 51 années de suivi parce que pour un parc éolien, on a de 1 à 4 années de suivi. Donc, ça représente quand même une bonne expérience et une bonne expertise. Et dans le fond, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous faire une synthèse de ce que ça a donné. Je voudrais remercier les propriétaires des parcs éoliens, les promoteurs qui ont permis de faire cette analyse-là en donnant accès aux données. Je tiens premièrement à vous remercier, puis à signaler qu'il n'y a aucune donnée qui a été recalculée. Tout simplement, on a pris les données telles quelles, telles que soumises au ministère et présentées dans les rapports de suivi qui sont préparés à chaque année. Un élément important, c'est que la méthodologie est uniforme et similaire d'un suivi à l'autre. Ça facilite les comparaisons, ça permet de regrouper les données qui sont colligées et pour pouvoir sortir des tendances là, qui n'ont pas de lien avec la méthodologie nécessairement. Les suivis phoniques au Québec, il y a principalement 2 volets dans ces suivis-là. Il y a un suivi de la mortalité et un suivi comportemental. Je vais aborder rapidement le suivi comportemental, mais le reste de la présentation va se concentrer sur le suivi de la mortalité. Alors, le suivi comportemental, dans le fond, en quoi ça consiste? Ça sert à décrire l'utilisation des parcs éoliens par les oiseaux après la construction. Donc, c'est un volet qu'on réalise en postant des observateurs à des points d'observation qui documentent le passage d'oiseaux, incluant des rapaces. Donc, dans l'ensemble des études là, qui ont été utilisées pour la présente présentation, on obtient plus de 3200 heures d'observation. Donc, c'est quand même un bon échantillonnage, au cours desquels 1817 rapaces ont été observés, ce qui donne un taux de passage d'environ 0,6 rapaces par heure. Ce que ça indique, ce chiffre-là, ça confirme, en fait, parce qu'on s'y attendait déjà, c'est que les parcs éoliens au Québec sont situés en dehors des corridors de migration, les rapaces. Parce que dans un corridor de migration, on va plutôt avoir des valeurs autour de 10-15 rapaces par heure. Donc, première information, première confirmation, nos parcs éoliens ne sont pas dans des corridors de migration. Puis au total, plus de 10 000 oiseaux observés pendant ce suivi comportemental-là. Ce que ça nous indique, c'est qu'un parc éolien n'est pas ce que j'appellerais un no-birdland, c'est-à-dire que les oiseaux continuent de fréquenter les parcs éoliens, ils sont présents. Et ce qu'on constate, parce que c'est un suivi comportemental, donc on documente le comportement des oiseaux, ce qu'on constate, c'est qu'on n'observe pas de changement significatif des oiseaux à l'approche des éoliennes. Et au cours de ce suivi, c'est sûr qu'on le note de façon ponctuelle quand on est présent, mais aucune collision n'a été observée. Voici ce qui clôt le volet suivi comportemental. Je vais maintenant passer au suivi de la mortalité. En vous présentant quelques notions, en fait, en quoi ça consiste un suivi de la mortalité? Ça consiste à couvrir de façon systématique et sur une base régulière de visiter donc le pourtour des éoliennes pour chercher des oiseaux, des chauves-souris qui seraient au sol après une collision. Quand je dis de façon fréquence régulière, c'est qu'on a 2 pas d'échantillonnage qu'on voit au Québec, c'est soit tous les 7 jours, donc à chaque semaine, chaque éolienne est visitée, ou parfois c'est aux 3 jours, ça dépend des projets. De façon systématique, pourquoi? C'est parce qu'autour des éoliennes qui sont sélectionnées pour le suivi, on délimite une parcelle carrée centrée sur l'éolienne que l'on couvre à l'aide de transects.
régulier, espacé tous les 10 mètres ou tous les 5 mètres selon la taille de la zone. Donc c'est vraiment systématique, c'est visuel, c'est quelqu'un qui marche et qui s'assure de voir tout oiseau, toute chauve-souris qui serait au sol. Donc voilà un autre cas de figure. Donc on est vraiment dans des contextes qui peuvent différer d'un endroit à l'autre. Ce que ça représente, je ne sais pas si vous le voyez bien, si ça sort bien à la diapositive, mais les suivis, dans le fond, je vous ai parlé des 51 années d'expérience, ça représente plus de 35 600 visites de sites d'éoliennes. Donc ça, c'est pour vous montrer l'effort que ça représente. On les marche, ça représente en moyenne 1,5 km par éolienne, donc on cumule jusqu'à plus de 55 000 km qui sont parcourus pour chercher des oiseaux et des chauves-souris. Alors, je vais vous présenter les résultats. Dans le fond, on les a compilés pour vous dresser un portrait. C'est quoi le bilan de ces suivis-là? D'abord pour les oiseaux, ensuite spécifiquement pour les rapaces. On va finir la présentation avec les chauves-souris. Donc, en ce qui concerne les oiseaux, 287 oiseaux au total ont été trouvés. Donc, sur les sites couverts par les suivis phoniques. Donc, je vous le rappelle, toujours sur 35 600 visites. Ces oiseaux-là appartiennent à 60 espèces différentes, donc on a quand même une bonne diversité. De ces espèces-là, la majorité, la plupart sont des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils sont présents sous nos latitudes en période de nidification. Et ces espèces-là, ces oiseaux-là vont aller passer l'hiver en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Donc, on les a pour une petite portion de l'année. Et donc, plus du quart des oiseaux sont des parulines, plus du quart des oiseaux trouvés sont des parulines, et 20% sont des virées. On a une autre espèce aussi qu'on retrouve occasionnellement dans nos suivis, c'est la géninote huppée, qui représente 7% des mortalités. Il y a quelque chose de surprenant avec la géninote huppée, c'est que contrairement aux autres oiseaux qui vont plutôt rentrer en collision avec le rotor, la géninote, elle, rentre en collision avec la base de l'éolienne, la tour. Alors, nous passons. Le but, dans le fond, du suivi phonique, c'est d'en arriver à estimer un taux de mortalité qui peut être exprimé sous différentes expressions, on va dire. Ici, on l'exprime en nombre d'oiseaux par éolienne par année. D'accord? Pour pouvoir se comparer à d'autres projets, à d'autres régions. En vert, sur le graphique ici, apparaît la moyenne, donc qui est compilée à partir des 51 années de suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 24 parcs éoliens. On voit qu'au Québec, on a en moyenne 1,6 oiseaux par éolienne par année. C'est un taux qui se compare à ce qui est observé dans les maritimes Terre-Neuve-Labrador. Et on est en deçà des valeurs qui sont documentées, qui sont estimées soit en Ontario, dans les États-Unis ou pour l'ensemble du Canada. D'accord? On a regardé ensuite la variation. Est-ce que ce taux-là, il varie en fonction des saisons? Donc, ici, sur le graphique, est exprimé le nombre d'oiseaux par éolienne pour chacune des semaines de suivi. Ce qui est intéressant, c'est que les collisions, dans le fond, surviennent principalement en période de migration, donc très peu de mortalité en période de nidification. Et on voit qu'au niveau de la migration automnale, on a plus de mortalité qu'en migration printanière. Vous voyez, le spectre est plus large, puis on atteint des valeurs plus élevées aussi. Ça s'expliquerait par le fait que les populations d'oiseaux grossissent au cours de l'été, avec les nouveaux oiseaux qui sont nés au cours de l'été. Donc on a une population d'oiseaux plus importante en automne qu'au printemps. C'est typique de ce qu'on voit dans la littérature. On a vraiment des données qui sont cohérentes avec ce qu'on observe ailleurs. Si je parle maintenant spécifiquement des rapaces, le bilan sur 10 ans pour les suivis phoniques là, qui ont été considérés, encore une fois, je vous le rappelle, les 35 600 visites considérées dans l'analyse, il y a 7 rapaces qui ont été trouvés seulement. Donc, première information, les collisions de rapaces sont rares. Deuxième information, c'est intéressant aussi, c'est le pourcentage du nombre de rapaces sur l'ensemble du nombre d'oiseaux qui est trouvé. C'est 2%. Ça veut dire que, je vous l'ai mentionné à l'instant, la mortalité d'oiseaux déjà est très faible, mais en plus, la mortalité de rapaces
à l'intérieur de cette communauté-là, elle est faible également. Généralement, dans les suivis phoniques qui sont disponibles ailleurs, la proportion est autour de 7-10% de rapaces. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle. C'est positif, on a une faible mortalité d'oiseaux et on a une faible mortalité de rapaces aussi dans le parc éolien. Pour un taux annuel, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais de 0,01 rapaces par éolienne par année. J'ai oublié de vous le mentionner, mais si on divise le nombre de visites par le nombre de rapaces, ça fait un rapace observé toutes les 5100 visites d'éoliennes. Donc, vous voyez que ça reste un événement qui est ponctuel, qui est rare. Les espèces trouvées, sans surprise, ce sont les espèces qu'on voit le plus communément au Québec. L'épervier brun, la cresserelle d'Amérique, la busaquerousse. Donc, c'est en lien avec leur abondance, tout simplement. Et ces espèces-là, pardon, j'ai oublié de le mentionner, mais n'ont pas de statut ni au provincial ni au fédéral. Si je vais demander... Donc, je passe aux chauves-souris. On a trouvé 188 chauves-souris sur les 35 600 visites effectuées donc dans les suivis qui ont été couverts. Je vais faire une petite parenthèse, là, oubliez la diapositive, je veux juste présenter le concept de chauve-souris résidente et chauve-souris migratrice. Au Québec, on a 8 espèces de chauves-souris. Il y en a 3 qu'on dit migratrices, c'est-à-dire qu'elles sont présentes au Québec pour la reproduction. Par contre, quand l'automne arrive, elles migrent vers le sud des États-Unis, le Mexique, pour passer l'hiver. On a 5 espèces au Québec qui sont dites résidentes, c'est-à-dire qu'elles passent toute leur vie au Québec, oui, sous nos latitudes. L'hiver, c'est elles qui vont dans des hibernacles pour entrer en hibernation. Okay? Et ce qu'on constate, c'est que, bien qu'il y ait moins d'espèces de chauves-souris migratrices, c'est elles qui représentent le plus de mortalité. 70%. Parmi elles, la chauve-souris cendrée représente presque 45%. Et encore une fois, c'est classique par rapport à ce qu'on voit dans la littérature. On le sait, on le mentionne dans les études d'impact qui sont déposées avant construction. Les chauves-souris migratrices sont plus susceptibles d'entrer en collision avec les éoliennes que les chauves-souris résidentes. Donc, on a des résultats cohérents avec ce qu'on anticipait déjà. Donc, au niveau d'un taux annuel moyen, comme on l'a fait pour les oiseaux tout à l'heure, j'ai le Québec encore ici en vert. On a un taux de 0,5 chauves-souris par éolienne par année. On a des valeurs similaires à celles qui sont enregistrées dans les maritimes et Terre-Neuve-Labrador. Et on est très en deçà des valeurs qui sont obtenues en Amérique du Nord, qui sont évaluées au Canada ou en Ontario. Comme on l'a fait pour les oiseaux aussi, on a regardé la distribution saisonnière en fait, de la mortalité. Et encore là, pas de surprise, c'est conforme à ce qu'on a vu dans la littérature. Il y a une période spécifique où les chauves-souris sont plus susceptibles d'entrer en collision avec des éoliennes, c'est au mois d'août. C'est ce qu'on a confirmé aussi sur le graphique. En vert, ce sont pour les éoliennes, les chauves-souris migratrices, et en bleu pour les chauves-souris résidentes. Pourquoi début août? C'est parce que là, la période de reproduction est terminée, les chauves-souris commencent à se regrouper et à se déplacer soit vers leur hibernacle, soit vers le sud des États-Unis. Donc il y a plus de déplacements, plus de mouvements de chauves-souris à cette période-là. C'est très bien documenté dans la littérature, c'est vraiment la période où on peut s'attendre à avoir le plus de chauves-souris. Alors en conclusion, les efforts investis depuis 10 ans dans les suivis phoniques, je vous le rappelle, 35 600 visites, plus que 55 000 km parcourus pour chercher des oiseaux, des chauves-souris. Tout ça a mené à des suivis rigoureux puis des estimés robustes qui confirment que les taux de mortalité au Québec sont faibles. Je vous ai rappelé ici les valeurs que je vous ai présentées. Le suivi comportemental aussi est important. Il confirme que les oiseaux continuent de fréquenter les parcs éoliens et qu'on n'observe pas de changement de leur comportement vis-à-vis des éoliens. Donc, je pense que ces résultats sont positifs pour votre industrie, même si je considère que les suivis phoniques doivent continuer, sont quand même importants pour le documenter, mais par contre, ça remet les choses en perspective quant à l'avenir, quant aux prochaines discussions. Alors, merci beaucoup de votre attention et je cède la parole à Luc. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici cette fin d'après-midi pour vous présenter des résultats en fait de suivi environnementaux dans les projets au Québec.
J'ai utilisé une approche qui est un peu plus qualitative que quantitative. Vous allez voir que je vais aborder plusieurs types de suivis dans la présentation. Donc, les suivis de paysage, suivis des systèmes de télécommunications, les sols agricoles, les espèces végétales exotiques envahissantes, le suivi du bruit, c'est un suivi très important également que je garde pour la fin. Et je vais peut-être ouvrir brièvement sur des perspectives futures, des choses des suivis dont on entend parler des fois de la part des différentes autorités gouvernementales qui font des demandes parfois. Donc, c'est peut-être des choses qu'il faut garder sous le radar. Peut-être que ça pourrait s'en venir éventuellement là, dans le futur. Alors, je vais commencer par les paysages. Ici, je présente des extraits de conditions de décret pour montrer un peu l'évolution qu'il y a eu dans le temps. Donc, je prends un projet dans la première colonne à gauche. La condition était beaucoup plus légère. Donc, le suivi devait permettre d'évaluer l'impact ressenti par les résidents et les touristes après la première année de mise en fonction du parc. On peut voir dans la deuxième colonne, donc c'est des extraits d'un décret récent parmi les derniers projets qui ont été autorisés. Donc, la partie qui est soulignée, c'est vraiment la partie qui s'est ajoutée au fil du temps. Donc, on doit le suivi doit permettre la validation de l'évaluation de l'impact en comparant les simulations visuelles. Donc, essentiellement, c'est pas une très grosse différence qu'il y a eu une grosse évolution qu'il y a eu entre les premiers projets et les projets subséquents. Par contre, ce qu'on peut noter de ça, c'est une augmentation quand même des exigences du ministère. Les objectifs du suivi de paysage étant d'évaluer l'impact ressenti, donc par les sondages, mais aussi de valider la méthode d'évaluation de l'impact. Cet deuxième objectif-là avait peut-être sa raison d'être au début des suivis, alors que peut-être que les méthodes étaient plus récentes. Par contre, après quelques projets où on a vraiment comparé les simulations visuelles, entre autres, qui étaient réalisées dans le cadre de l'étude d'impact, et les photomontages réalisés à partir du même point de vue en phase d'opération, on se rend compte que dans tous les cas de projets éoliens, les photomontages coïncident avec les simulations visuelles. Donc peut-être que l'exigence, en fait, de continuer à comparer ces deux aspects-là, les photomontages et les simulations, n'est peut-être plus nécessaire étant donné que la méthode a été quand même validée à plusieurs reprises. Au niveau des suivis des paysages, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a aucun problème qui a été rencontré. Donc, même dans les projets qu'on pourrait qualifier de sensibles au niveau des paysages au moment de l'étude d'impact, donc avant l'autorisation du projet, on s'est rendu compte que lors des suivis de paysages, le pourcentage de gens qui considéraient que l'impact était acceptable ou très acceptable était toujours très élevé. On parle toujours majoritaire, même dans les projets qui étaient très sensibles, et même généralement, c'est au-dessus du 80% de gens qui considèrent que l'impact sur le paysage est acceptable ou très acceptable. Donc, là-dessus, on peut quand même se questionner aussi sur la pertinence de continuer, comme je le disais, de comparer les photomontages avec les simulations visuelles. Maintenant, si on passe au niveau des systèmes de télécommunication, dans ce cas-ci, on a vu la tendance inverse. Donc, on peut voir que dans les premiers projets, les conditions du décret étaient beaucoup plus détaillées, avec des conditions plus élaborées, plus contraignantes.
Donc, à ce moment-là, par contre, il faut dire qu'on était dans le cas des signaux analogiques au niveau des télévisuels, par exemple. Et donc, ça nécessitait de prendre des mesures comme telles. Par contre, avec l'arrivée des signaux numériques, les conditions de suivi des systèmes de télécommunication est passé dans les décrets a été intégré en fait aux conditions qui portaient sur la mise en place d'un comité de suivi ou de concertation et de gestion des plaintes, système de gestion des plaintes. Et donc, ce qui doit être fait maintenant, normalement, c'est uniquement d'investiguer s'il y a des cas de plaintes sur les systèmes de télécommunication dans le cadre du suivi des plaintes. Donc, au niveau des problèmes rencontrés, ils ont été peu fréquents au niveau des systèmes de télécommunication. Par contre, il y a eu quelques cas, en particulier au niveau d'antennes satellites pour les signaux télévisuels, donc qui pouvaient être partiellement obstrués par une éolienne. Généralement, on pouvait voir ça dans les cas dans les situations où il y avait, par exemple, une résidence ou un chalet dans une vallée avec des éoliennes dans la direction où le satellite pointait vers... en fait, le récepteur pointait vers le satellite. Donc, c'est un cas qui a été signalé. C'est des cas qui peuvent être réglés assez facilement. Donc, soit uniquement en changeant de système, de fournisseur de services, ou en déplaçant parfois l'antenne en question un peu plus loin sur le terrain. Ça peut permettre de régler le problème. Il y a également des cas de radio amateur où il a été souligné une perte de la qualité, une diminution de la qualité du signal. Après investigation, le constat a été qu'il y avait effectivement là, une brèche un peu dans le système de radio amateur et c'est un cas qui a pu être réglé assez facilement. Donc, il n'y a pas eu d'autres cas problématiques, d'autres types de cas à ma connaissance. Au niveau des sols agricoles, donc ça, les suivis ont été quand même beaucoup plus variables d'un projet à l'autre, pas nécessairement à cause d'une évolution dans le temps des exigences, mais beaucoup en fonction du contexte local ou régional du projet en question. Donc, on procède généralement par des analyses visuelles du rendement, analyses quantitatives du rendement. On regarde la qualité des sols aussi par diverses méthodes. Les suivis ont varié selon les projets de 1 an jusqu'à des décrets qui exigeaient 7 ans de suivi. Donc, les projets qui exigeaient 7 ans, le premier étant le projet Montérégie de Kruger à Saint-Rémy. Donc, les suivis sont encore en cours, on ne procède pas complété. Les problèmes rencontrés, bien que généralement, très peu de problèmes étaient rencontrés dans les projets, il y a eu des cas où il y avait un peu de compaction des sols, problème de drainage ou d'égouttement de surface. Donc, légère baisse de rendement ponctuel à certains sites. Par contre, ce sont des types de problèmes qui peuvent être réglés par des différentes mesures correctives. Par contre, parfois, ça peut prendre plus d'une année avant de réussir à régler complètement le problème en question. Donc, il faut effectuer les travaux et valider par la suite si les travaux ont été bien efficaces. Donc, jusqu'à maintenant, dans les projets complétés, où les suivis ont été complétés, il n'y a pas eu de cas où la situation était problématique après les suivis. Au niveau des espèces exotiques envahissantes, c'est un peu plus récent
comme type de suivi. C'est un suivi qui, jusqu'à maintenant, a été demandé dans le cadre généralement des questions-réponses de l'étude d'impact. Ce sont des suivis qui sont réalisés sur la base d'engagement et non pas de conditions au décret. Donc, il y a une petite différence à ce niveau-là. Et c'est davantage, certaines régions sont davantage sensibles à cette problématique-là que d'autres régions. Donc, les problèmes rencontrés, en fait, au niveau des suivis, lorsqu'on fait des suivis, c'est assez difficile parfois d'identifier la responsabilité. Est-ce que la plante exotique qui est là est apparue des suites de la réalisation du projet ou si c'était une plante qui aurait pu se retrouver là naturellement, étant donné que c'est une région où la plante se propage assez abondamment. Donc, les régions qui sont plus sensibles à cette problématique-là, généralement, c'est effectivement parce qu'il y a beaucoup de propagation de ces espèces-là. Aussi, les méthodes d'éradication sont plus ou moins efficaces. Donc, pour certaines espèces de plantes exotiques envahissantes, on peut réussir à les éradiquer, les contrôler assez facilement en 1 an ou 2 ans. Par contre, pour d'autres types de plantes, c'est très difficile de réussir à les éradiquer de façon permanente sur le site du projet. Donc actuellement, il y a, comme je le disais, ces suivis-là sont plus récents. Donc il y a encore beaucoup de discussions avec les autorités gouvernementales pour voir comment ça va être géré comme situation dans les cas où l'espèce continue d'être présente année après année. Et donc ça, c'est un cas peut-être à suivre de près. Donc finalement, au niveau du bruit, je ne lirai pas tout ce qui est écrit là, au niveau des conditions de décret. Donc j'ai pris un exemple, j'ai mis, pour bien voir l'ensemble de la condition, j'ai pris 2 projets. Donc le projet de Baie des Sables, qui est un des projets les plus anciens, comme on mentionnait tout à l'heure, et le projet Parc éolien Pierre de Sorel, donc un des décrets les plus récents. Donc vous pouvez voir quand même, sur cette page-là, c'est pas très évocateur, mais si je passe les pages une après l'autre, on peut voir que les conditions maintenant sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus restrictives. C'est un suivi qui a eu beaucoup de développement. Le bruit, c'est un enjeu qui est très sensible. Et puis, donc pour tous les parcs au Québec, on doit faire le suivi. C'est un suivi qui est un peu différent dans le cas des projets éoliens. Tous les projets au Québec, que ce soit des projets éoliens ou des projets industriels, etc., doivent faire des suivis sonores. Par contre, pour les projets éoliens, c'est un suivi qui doit se réaliser sur plusieurs années. Donc, l'année 1, 5, 10, 15 et 20. Donc, c'est une particularité qui est exclusive aux projets éoliens, cette redondance des suivis. Actuellement, le MDDELCC n'a pas nécessairement de directive claire sur la méthodologie. Ça peut amener quand même peut-être des problématiques au niveau de la variabilité de la méthodologie. Et aussi, ça peut contribuer à augmenter les exigences de la part des autorités gouvernementales sur une base unitaire ou ponctuelle pour certains projets, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de directive claire. Donc, les spécialistes au ministère qui analysent les dossiers, il y a beaucoup plus de portes ouvertes pour eux pour exiger des choses supplémentaires dans le cadre des suivis. Donc, la méthodologie a quand même évolué au fil du temps. Donc, au départ, généralement, c'était des suivis qui se faisaient sur des très courtes périodes de temps.
Par contre, maintenant, les suivis sont réalisés sur des périodes beaucoup plus longues, là, de 2 à 4 semaines généralement, pour être certain de couvrir l'ensemble des conditions météo, les conditions de production, etc. Donc, on prend évidemment les données météo pour être capable en simultané, pour être capable d'analyser le tout et de faire des liens aux besoins. Et donc, il y a quand même plusieurs techniques qui peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, utilisées pour les suivis. Ici, j'amène le point que dans les projets récents, on a vu quand même à plusieurs reprises le cas où le MDE-LCC tente d'exiger des choses supplémentaires au moment de réaliser les suivis, même si ils ont fait l'objet d'approbation au préalable. Les protocoles ont fait l'objet d'approbation au préalable. En fait, la problématique qui arrive au niveau du bruit, c'est que plusieurs spécialistes au niveau du gouvernement ne sont pas à l'aise avec la note d'instruction 9801 qui encadre en fait la notion de le contexte du bruit là, dans les projets. Au niveau des projets éoliens, les gens au gouvernement présentement considèrent que la note d'instruction n'est pas bien adaptée pour les projets éoliens. Et donc là, combiné avec le fait qu'il n'y ait pas de protocole standard actuellement, c'est peut-être une problématique vraiment à surveiller de près. Et peut-être qu'il y a là une occasion de travailler avec le gouvernement pour tenter de mettre en place une espèce de protocole standard pour permettre de diminuer la variabilité d'un projet à l'autre. Je pense que tout le monde pourrait être gagnant à ce niveau-là. Je vais passer vite là-dessus parce que j'ai dépassé mon temps. Par contre, au niveau du bruit, il y a eu des cas où il y a eu des dépassements de la note d'instruction 9801 dans certains parcs. Et donc, certains promoteurs ont appliqué des mesures correctrices, donc par exemple utiliser le mode NRO, donc le mode d'opération en réduction de bruit. Donc, ces mesures d'atténuation-là qui ont été mises en place doivent faire l'objet d'une validation. En fait, on doit vérifier que la mesure est efficace. Et suite à l'application de ces mesures d'atténuation-là, évidemment, dans tous les cas, le projet respectait la note d'instruction. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun projet où on peut dire où il y a un dépassement qui n'a pas été corrigé après la première année de suivi. Par contre, il y a encore une fois une problématique dans les cas où les résultats, la note d'instruction exige de respecter 40 dBA en gros. Et dans les cas où des projets qui se situent de 30 à 40 dBA, on a vraiment des cas où le ministère exige ou demande fortement aux promoteurs d'aller de l'avant avec des mesures d'atténuation, tout de même, malgré le fait qu'ils respectent la note d'instruction 9801. Ça, c'est un aspect peut-être un peu plus problématique et inquiétant, je crois, pour l'industrie, et il devrait peut-être y avoir une meilleure concertation des différents promoteurs sur cet aspect-là pour permettre de travailler sur cet enjeu-là qui peut avoir des effets très significatifs. Alors, au niveau des perspectives futures, on en parlera peut-être au moment de la période de questions. J'ai dépassé mon temps, comme je le disais, donc je vais laisser la parole à M. Leclerc. Merci. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir à votre colloque, merci de me donner l'occasion de présenter. Merci d'être encore là parce que je sais que la journée a été longue. Bon, on va passer de l'éolien à l'hydroélectricité. Les objectifs de ma présentation aujourd'hui, d'abord, c'est de vous livrer un bref portrait des suivis environnementaux relatifs au projet hydroélectrique au Québec depuis les 10 dernières années. En fait, j'ai écrit 10, mais ça serait plutôt 10, 15, 20 dernières années.
c'est de faire ressortir aussi les principales problématiques, les principaux défis auxquels les promoteurs sont confrontés. Et puis enfin, je vais parler des tendances qui semblent se dessiner actuellement et pour le futur. D'abord, ça serait bon de se rappeler quels sont les objectifs des suivis environnementaux, à quoi ça sert. Le premier objectif d'un suivi environnemental, c'est de vérifier la justesse des évaluations qu'on fait lors de l'étude d'impact. Lors de l'étude d'impact, on fait beaucoup d'hypothèses quant à l'intensité, la portée, la durée des impacts. Le suivi environnemental, c'est l'occasion d'aller vérifier, de valider ces hypothèses-là. Est-ce qu'elles sont correctes? C'est aussi l'occasion de déterminer les impacts réels des projets. Comparer la situation post-aménagement avec la situation, avec l'état de référence. L'état de référence, c'est l'état des conditions avant la réalisation de l'aménagement. Un autre grand objectif des suivis, c'est aussi de vérifier l'efficacité des mesures qu'on met en place pour atténuer et compenser les impacts des projets. Il y a toutes sortes de mesures, je vais en parler tantôt, mais il faut aller vérifier si elles marchent, si elles fonctionnent, et puis au besoin, il faut apporter des correctifs. Ça, c'est un point important parce que souvent, les promoteurs sont soumis à une obligation de résultat. Il faut que les mesures d'atténuation marchent. Quelques mots sur les aspects réglementaires. Il faut rappeler que les suivis environnementaux, ça fait partie des engagements inclus dans le certificat d'autorisation. Les programmes de suivi sont élaborés au moment de l'étude d'impact. En fait, ça fait partie de l'étude d'impact. C'est un chapitre distinct de l'étude d'impact. C'est déposé en même temps que l'étude d'impact. Les agences gouvernementales lisent l'étude d'impact, incluant le programme de suivi. Ils peuvent le modifier, le commenter et le bonifier au besoin. En ce qui concerne la durée et le contenu suivi, il n'y a pas de directive claire, tant fédérale qu'au provinciale. Ça dépend toujours des caractéristiques du projet et des caractéristiques de la zone touchée par le projet. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas un suivi environnemental qui est pareil à l'autre. Il y a beaucoup de points communs entre les suivis, mais chacun a sa particularité. Mais on s'entend pour dire que plus un projet est grand, là, plus il est puissant en termes de mégawatts, plus la zone d'étude risque d'être étendue, la zone touchée par le projet risque d'être étendue, et plus le suivi peut être long et complexe. Dans le cas des grands projets hydroélectriques, le suivi peut s'étendre sur une période allant jusqu'à 25 ans. Et puis, il peut porter sur plus d'une vingtaine de composantes environnementales, voire même une trentaine. Exemple, le complexe de la Romaine, 1500 MW. Le complexe Eastmain, Sarcelles-Rupert, 880 MW. Si vous allez sur le site Internet d'Hydro-Québec et vous allez voir les programmes de suivi, c'est vraiment costaud. C'est proportionnel à la taille du suivi. À l'opposé, dans le cas des petites centrales, là on parle des projets de moins de 50 MW, le plus souvent c'est entre 5 et 25 MW, les suivis sont beaucoup plus légers, moins élaborés et sont moins longs aussi. On parle de quelques années, 5, 6, 7 ans. Et puis ils portent aussi sur un nombre de composantes beaucoup plus réduit. Il n'y a pas de durée minimale fixée par les directives, mais en général, on s'entend pour dire que les suivis les plus courts comprennent au moins 3 années d'études non consécutives étalées sur les 5 premières années d'opération. Un exemple de suivi environnemental, j'ai tiré ça du site Internet d'Hydro-Québec, c'est le suivi rattaché au projet de la centrale Toul-Moustouk sur la Côte-Nord. C'est un gros projet, une centrale de 526 MW, incluant la construction d'un barrage de 77 mètres de hauteur, l'agrandissement d'un réservoir existant, la réduction du débit sur un tronçon d'une longueur de 14 km en avant du barrage. Le tableau à l'écran résume le programme de suivi. Sur la première ligne en haut, la bande noire, il y a des années. Ça va de 1999 à 2020. C'est très long. C'est 20 ans de suivi. Dans la première colonne, on voit les composantes environnementales qui sont incluses dans le suivi. Il y en a une vingtaine. Chaque point représente une année d'étude pour chacune des composantes. Évidemment, ce n'est pas toutes les composantes qui sont étudiées toutes les années de suivi. Certaines sont étudiées 1 ou 2 années, d'autres un peu plus longtemps. C'est l'ensemble donc de l'œuvre qui fait une vingtaine d'années. Mais je rappelle que ça, c'est un gros projet hydroélectrique. Quand on a affaire à une petite centrale hydroélectrique, les projets sont beaucoup plus petits.
Maintenant, si on parle un peu plus en détail là, du contenu des suivis, quelles sont les composantes environnementales qui sont incluses dans les programmes de suivi? Si on commence par le milieu physique, bon, on a des composantes comme la qualité de l'eau, ça c'est un incontournable. Dans le projet, il faut examiner cette composante-là. La dynamique des rives, notamment les problèmes d'érosion qui peuvent résulter de l'opération d'une centrale. Dans les plus gros projets, on fait des suivis de régime sédimentaire, régime thermique, régime des glaces, les conditions physiques dans les estuaires, par exemple, les intrusions marines, salines, comment le patron d'intrusion saline peut être modifié par les modifications qu'on amène au débit d'une rivière, etc. En ce qui concerne le milieu biologique, évidemment, ça c'est un gros morceau. On fait évidemment le suivi des communautés de poissons, on regarde des aspects comme la composition spécifique des communautés, l'abondance relative de différentes espèces, on fait le suivi de la reproduction des poissons, c'est-à-dire qu'on va voir si le milieu qui est impacté par le projet offre toujours des conditions adéquates pour la reproduction des poissons, c'est super important si on veut que les populations survivent. On fait le suivi du mercure dans la chambre des poissons, ça c'est dans le cas des projets qui impliquent la mise en eau de réservoirs. Milieu humide, végétation riveraine, faune terrestre, semi-aquatique, faune avienne dans certains cas, certaines espèces d'oiseaux peuvent être dérangées par des projets, il faut suivre ça. Puis bien entendu, il y a des enjeux particuliers liés à la présence d'espèces migratrices, comme le saumon, l'anguille, l'alose. Ça, les directives environnementales sont très claires. Il faut toujours assurer la libre circulation du poisson. Dans les deux sens, tant les poissons qui montent les rivières pour aller frayer, que les poissons qui redescendent vers la mer pour aller s'alimenter. Ça amène les promoteurs à faire des études sur la dévalaison, la montaison des poissons. Ça les amène à construire des passes migratoires pour aider les poissons à contourner les installations hydroélectriques. Ça les amène aussi à poser des systèmes d'évitement comme des grilles, des barrières comportementales à l'entrée des prises d'eau pour éviter que les poissons rentrent dans les turbines, passent dans les turbines. Il y a aussi des enjeux particuliers liés à la présence d'espèces menacées, rares ou à statut particulier, exemple chevalier cuivré, esturgeon jaune, etc. Il y a aussi des enjeux liés à la présence d'espèces qui ne sont pas particulièrement rares, mais qui sont très valorisées par le public, comme l'ombre de fontaine, qui est un poisson très couru par les pêcheurs sportifs. Le milieu humain n'est pas en reste non plus. On peut examiner des aspects comme l'utilisation du territoire, l'accès au territoire, tant par les autochtones que les non-autochtones, le suivi des conditions de navigation, ça c'est souvent dans le cas des longs tronçons de rivières dont le débit est réduit, exemple la rivière Hubert. La pêche sportive, la pêche de subsistance, les activités récréatives, les retombées économiques des projets, les retombées en termes d'emploi, le paysage aussi, l'esthétique du paysage, parfois c'est un aspect important. Par exemple, une petite centrale qui est située aux abords d'une chute, on oblige des fois le promoteur à laisser un débit réservé esthétique dans la chute pour maintenir la beauté de l'endroit, l'intérêt du site pour le public. On fait aussi, bien entendu, le suivi des mesures d'atténuation, de compensation. Il y en a plusieurs. Ça peut être un débit réservé écologique. Un débit réservé, c'est le débit minimum qu'on laisse en aval des ouvrages pour le maintien des habitats du poisson et des divers usages de l'eau. Ça peut être d'aménager des frayères, des aires d'alvinage, des aires d'élevage pour compenser les pertes d'habitat du poisson. Ça peut être des suivis de passes migratoires, de systèmes d'évitement, j'en parlais il y a quelques instants. Dans tous les cas, il faut toujours vérifier l'efficacité de ces mesures-là, apporter des correctifs aux besoins. Maintenant, si on parle des défis, des problématiques rencontrées par les promoteurs, le premier, je dirais, c'est l'optimisation des coûts de suivi en fonction des exigences environnementales. On ne se cachera pas, des suivis environnementaux de projets hydroélectriques, c'est coûteux, très coûteux, notamment pour les grands projets. C'est coûteux parce que les exigences sont élevées. On est dans un pays où la réglementation environnementale est sévère. Ça, je ne remets pas ça en question, personne ne remet ça en question, mais ça fait en sorte que pour les promoteurs, c'est difficile de prévoir, de contrôler les coûts. C'est un défi de taille. Par conséquent, c'est nécessaire, dès le départ d'un projet,
au moment de l'étude d'impact, de bien cibler les enjeux du projet et bien cibler aussi les composantes environnementales qui vont faire partie d'un suivi. Parce qu'un suivi, ça peut être long. Mais justement, ce n'est pas toujours facile d'élaborer un programme de suivi environnemental. Il y a souvent des divergences entre le promoteur, le public et les analystes. Les analystes, c'est les personnes au gouvernement, ceux qui travaillent pour les agences gouvernementales qui jugent des études d'impact. Si je me permets de caricaturer un peu, souvent d'un côté, il y a le promoteur qui cherche à en faire le minimum, puis de l'autre côté, il y a le public, les analystes qui demandent le maximum. Il y a un écart entre les deux. Il faut que les parties aillent à une table et s'assoient ensemble, négocient et arrivent à un terrain d'entente. C'est sûr que ça peut être lourd pour un promoteur dans ces cas-là. Mais ce n'est pas tout. En cours de suivi, c'est parfois difficile d'aller acquérir les données qui vont nous permettre de bien évaluer les impacts ou de bien juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Il y a des difficultés techniques parfois, des imprévus, etc. Ça fait en sorte que ça peut obliger le promoteur à prolonger le suivi ou tout au moins à consacrer des efforts supplémentaires. Ça veut dire des coûts plus élevés. Puis parfois même, on retourne à la table de négociation avec le gouvernement, dans certains cas. Un autre défi ou une autre problématique qu'on rencontre, c'est lié à la diffusion d'informations. Je dirais que l'ensemble des suivis réalisés depuis les 15, 20, 30 même dernières années au Québec ont permis l'acquisition d'une somme colossale même de données sur le milieu et sur les diverses composantes environnementales qu'on a l'habitude d'étudier. Mais malheureusement, l'information circule peu. On peut même parler d'information tablettée. Ce qui arrive, c'est que les promoteurs écrivent des rapports, des études d'impact, des rapports de suivi. C'est envoyé au gouvernement, ils les lisent, ils les approuvent, OK, mais au bout d'un certain temps, ça prend à bord des tablettes et puis on n'en entend plus parler. En plus de ça, il y a souvent des rapports qui sont sous le sceau de la confidentialité. On ne peut plus y avoir accès, on ne peut plus avoir accès à cette information-là. C'est très, très malheureux, à mon sens, parce que ça peut être très utile aux promoteurs qui se lancent dans un nouveau projet et puis qui veulent évoluer, qui veulent élaborer un programme de suivi. Et puis ça peut être aussi très utile aux analystes, au gouvernement, ceux qui jugent là, les études, parce que nous autres, leur rôle aussi, c'est d'aider le promoteur à orienter son programme de suivi. Donc, il y a un petit peu de perte d'information. Finalement, il n'y a pas de synthèse ou de bilan des connaissances en termes de suivi environnemental au Québec. Il y a très peu de gens qui, ici au Québec, peuvent avoir une vue d'ensemble. Chacun a sa propre opinion, sa propre expérience, mais la vue globale, il n'y en a pas. C'est à faire. Dans le cas des grands projets, cependant, Hydro-Québec a commencé à faire un certain effort en ce sens-là. Il y a deux synthèses qui ont été produites. Une première synthèse qui porte sur les connaissances acquises en milieu nordique, la baie James. Évidemment, il y a eu beaucoup de projets là, beaucoup de suivi. Et puis, ils ont aussi produit une synthèse des connaissances acquises en cadre des lignes électriques. Mais à mon sens, c'est seulement un début. Il faudrait vraiment faire d'autres synthèses plus poussées, notamment dans le cas des petites centrales. La dernière diapositive, les tendances qu'on peut observer actuellement dans les suivis. Première des choses, je dirais qu'on assiste à un certain déplacement des intérêts de la part des autorités gouvernementales, des agences gouvernementales. On nous demande de plus en plus d'efforts, elles sont de plus en plus exigeantes en ce qui concerne le milieu humain. Quand je décrivais ce que c'était, un exemple, ils nous demandent de bien documenter l'utilisation de l'accès au territoire par les Autochtones et les non-Autochtones. On demande aux promoteurs d'être plus sensibles aux préoccupations du public. Parfois même, dans le cas des gros projets, on nous demande de tenir compte du savoir traditionnel autochtone. Par contre, sur d'autres composantes, ils peuvent être moins exigeants. Exemple, les gaz à effet de serre, ça a fait l'objet de certaines études, certains suivis. On s'est aperçu que les impacts étaient très modérés, mineurs. Donc là, les agences commencent à être un peu moins exigeantes de ce côté-là. Une autre chose aussi qu'on voit, c'est le développement de nouvelles technologies dans le cadre des suivis. Je disais tantôt que les exigences environnementales sont élevées, c'est vrai. On demande aux promoteurs d'aller chercher beaucoup d'informations au terrain
Et puis, ça a favorisé l'émergence de toutes sortes de méthodes, de technologies qui nous permettent d'aller, qui sont plus sophistiquées que les anciennes, qui sont plus performantes, puis qui nous permettent d'aller chercher plus de données au terrain, parfois même à des coûts moindres. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y en a qui ont mis au point des compteurs de poissons assez performants, il y en a qui utilisent l'hydroacoustique, les caméras Edison, la télémétrie, et puis la génétique environnementale. J'ai épuisé mon temps, ça me ferait un plaisir de parler de ces nouvelles technologies-là, mais on va arrêter ça là, puis on va passer à la période de questions. Merci beaucoup.